Bienvenue, chers fidèles de l'émission Majuscule Propos. Toujours encore un plaisir d'être avec vous. Aujourd'hui, nous allons parler de la gouvernance, notamment avec l'enquête sur la gouvernance. Pour la 11e fois de suite, l'Office rwandais de gouvernance RGB a publié son enquête sur déjà le fonctionnement et surtout l'aperçu de la population sur le fonctionnement et l'efficacité des institutions étatiques. Et pour la 11e fois de suite, la sécurité passe en premier avec 93,82%. C'est le score enregistré par le secteur ou sinon le pilier de la sécurité pour la 11e fois de suite. On va comprendre déjà pourquoi la sécurité, mais surtout quelle est l'importance de cette enquête effectuée pour la 11e fois de suite chaque année? Et surtout, c'est quoi ou quels sont les résultats palpables sur ou les retombées directes sur la bonne gouvernance du Rwanda, tant loué par aussi bien localement que sur le plan international, d'où est venue l'idée et surtout comment est-ce que tout le processus se passe. Nous avons des gens pour nous aider d'analyser, de comprendre surtout les tenants et les aboutissants de cette enquête. Mais ce qui nous intéresse le plus dans notre émission, c'est surtout l'auto-évaluation des institutions et l'impact sur la gouvernance du Rwanda depuis plus de 30 ans maintenant que le Rwanda essaye tant mieux qu'il peut justement de s'enregistrer dans cette logique de performance efficace par rapport à ces institutions étatiques. Dans nos studios et sur ce plateau, nous sommes avec le politologue, enseignant et chercheur à l'université de Louvain en Belgique, mais il est également enseignant à l'université du Rwanda. Il porte plusieurs casquettes, mais il est avec nous en tant que politologue et surtout chercheur. Il connaît quelque chose justement par rapport à la genèse de cette auto-évaluation et surtout sur l'efficacité des institutions. Il s'agit ici du docteur Eric Ndushabandi qui nous a fait l'honneur d'être avec nous. Bonsoir et bienvenue, docteur. Bonsoir Eddy, merci beaucoup. Toujours un plaisir d'être avec vous. C'est très serré. Je sais, vous venez de très loin, mais vous nous avez fait l'honneur d'être avec nous malgré toute la fatigue. Merci également à Damien Monzon qui est avec nous. Il est chercheur également, il est dans la politique, il est aussi politologue, mais surtout il est panafricain. Il voit surtout les horizons africains et surtout la hauteur la gouvernance sur le plan continental. Il est promoteur et fondateur, bien entendu, du think tank AINA. Il est, bien entendu, également entrepreneur social. Bienvenue dans le studio. Merci, Eddy, pour l'invitation. À tous les deux et surtout, bienvenue à vous qui nous suivez en ce moment. Docteur Eric Ndushabandi. Nous n'allons pas faire la genèse de tout, mais ce qui est important aujourd'hui, chercheur que vous êtes, vous avez travaillé auprès des populations au niveau de la base. Est-ce que ça c'est une enquête qui les préoccupe? À quel point? Est-ce qu'ils se sentent vraiment concernés? Ils comprennent qu'ils sont ceux ou celles justement qui évaluent nos institutions étatiques et surtout qu'ils contribuent à l'efficacité de celles-ci. Merci beaucoup, Adi. Je salue notre audience. Je pense en faire effectivement beaucoup d'histoires, mais il faut chaque fois contextualiser les choses. Oui. Le premier élément de ce contexte, c'est que nous sommes dans une société post-conflit, post-génocide, et qui a fait le choix d'un système de gouvernance qui répond aux impératifs des citoyens, des besoins nationaux, et une gouvernance
qui s'adapte au système rwandais et qui puise dans la culture et dans nos traditions. C'est enraciné dans une constitution qui accepte le pluralisme, c'est-à-dire toutes les forces vives de la nation, comme on dit, tous les acteurs et chaque citoyen, il compte dans ce processus. Nous sommes dans un contexte où, en répondant à ces impératifs nationaux, contextuels, culturels, il y a aussi l'exigence de répondre aux standards internationaux, surtout en matière de la modernisation de la gouvernance locale, qui est centrée sur les citoyens. Ça signifie quoi? Ça signifie que la communauté internationale, ou le système international, comme on dit, dans le state building, dans les modèles de la reconstitution des États, ils ont déjà planté les décors des indicateurs qui montrent ce qu'on appelle la bonne gouvernance depuis les années 90. C'est le statu quo alors, dont on parle? Ce n'est pas le statu quo, plutôt c'est un standard admis internationalement que parfois ça se négocie, parfois ça s'impose avec les États. Et ça devient même une condition de l'aide étrangère. Là, on va également... Mais ces éléments-là sont importants de prendre les deux éléments et de comprendre que les outils d'évaluation, tous les États ne sont pas obligés de développer des outils d'auto-évaluation. Mais celui-ci, depuis l'évolution de la Governance Council, comme on l'appelait, il s'est développé comme un conseil en gouvernance, il s'est développé plus tard à un institut ou à un office national de la gouvernance. C'est ça, c'est une évolution institutionnelle. Alors, d'où viennent ces indicateurs, ce qu'on appelle la Rwanda Governance Scorecard, dont nous parlons ce soir. Voilà. Et vous m'avez posé la question de savoir, est-ce que les citoyens en savent quelque chose? Est-ce qu'ils en estiment la valeur? Est-ce qu'ils participent dans ça? Oui et non. Un citoyen ordinaire ne se pose pas la question des indicateurs. Okay? Il se pose la question de services qu'il reçoit et la performance de l'administration publique. C'est ça la question du citoyen. Est-ce qu'il accède aux services? C'est tout. Le Citizenry Podcast et le Rwanda c'est sur la dimension qualitative et quantitative de la chose, faire la part des choses. Et l'objectif principal. Oui. Alors, pourquoi on développe cet outil et d'où vient cet outil? Je pense qu'il vient effectivement des citoyens, mais sous plusieurs angles. Quand vous lisez la méthodologie utilisée par la Rwanda Governance Scorecard, effectivement, on puise sur les perceptions des citoyens, des perceptions qui sont quantifiées parfois, mais aussi qui sont qualitatives et qui sont produites par plusieurs institutions, y compris les organisations de la société civile ou comme on appelle les secteurs privés. Ce sont ces indicateurs qu'on ramasse par-ci par-là, y compris les indicateurs produits par différentes institutions de l'État. Alors on fait une compilation de ces points de vue. Et là, la voix du citoyen, elle est reflétée dans ce processus. Et ça, c'est du côté méthodologique. Mais en développant cet outil et les indicateurs à suivre pour s'auto-évaluer, il y a d'abord le respect du cadre international, International Framework. Le cadre international que j'ai souligné au début, mais aussi, il y a aussi des indicateurs internationaux qu'on essaie de domestiquer ou alors qu'on intègre dans la logique nationale, dans le contexte et de l'adaptation. C'est ça la souplesse qu'il y a. Et du côté méthodologique, il y a beaucoup de discussions par rapport à cette méthodologie, cette triangulation, comment elle est faite, la fidélisation de ces données, la qualité de ces données, surtout quand vous dites que ça vient des sociétés civiles et secteurs privés. Mais voilà, c'est la voix des citoyens qui passe par là et on peut voir la photo, effectivement, le picture de la gouvernance dans ce pays. Vous dites bien la fidélisation par rapport à ça, mais également il faut dire que nous sommes dans un monde qui bouge. Les réalités qui étaient celles d'hier ne sont pas forcément celles d'aujourd'hui ou ne seront pas forcément celles de demain. Justement, c'est un moment très important, l'auto-évaluation. Damien, par rapport à la gouvernance, c'est toujours... Mettons de côté le fait que ce soit le Rwanda dont on parle aujourd'hui, mais c'est très important aujourd'hui, au XXIe siècle, qu'un pays africain prenne le temps, chaque année, de se regarder dans un miroir avec ses qualités et ses défauts pour mieux se propulser vers l'avenir.
Oui, je crois que il n'y a pas longtemps, nous avions fait une émission ici qui parlait de la réélection du président Trump aux États-Unis. Cette question aujourd'hui, quand vous voyez le fait qu'un pays comme les États-Unis, dont on réclame qu'ils ont des institutions fortes et qu'un système qui semble déjà marcher, se permet de dire aujourd'hui qu'il faut créer un ministère qui va s'occuper de l'efficacité gouvernementale, c'est quelque chose déjà qui attire l'attention, c'est qu'il y a un manque à gagner. Donc je pense que si nous essayons aujourd'hui, en tant que pays africain, de créer des conditions, déjà, comme le docteur venait de le dire, il y a ces réalités liées au fait que le Rwanda ne s'est pas juste basé sur ce qui se passe de l'extérieur. Et ce pays prend en considération les réalités liées à sa culture. Vous voyez comment la gouvernance semble évoluer de bas en haut et de haut en bas. Donc cette évaluation vient à point nommé pour nous dire que qui que nous soyons, on a toujours besoin de mieux faire, d'où que nous soyons. Et ce n'est pas seulement ces pays en dehors de l'Afrique, ces pays occidentaux qui vont toujours briller en termes de performance, en termes de qualité ou de bonne manière. Donc, il y a plein de choses aujourd'hui qui illustrent que si nos pays aussi se prennent au sérieux, on peut faire même parfois mieux que ces grands pays. Et donc, c'est un cas d'espèce qui nous montre qu'il faut qu'on se prenne au sérieux par rapport à cette question de gouvernance. L'Afrique avait déjà, dans l'Antiquité, des institutions, des systèmes qui arrivaient à fonctionner. Ces systèmes ont été combattus aujourd'hui et mis de côté. Et c'est ça qui fait que nous avons les problèmes que nous avons. Donc si le Rwanda peut puiser de ce qui est de ses valeurs endogènes et essayer de s'adapter à la modernisation et à ce que les autres pays occidentaux et ceux qui mettent les bas essaient de mettre sur la table, je pense qu'on est bien parti pour faire quand même d'une référence en termes d'efficacité gouvernementale africaine, bien avant que ces grands pays aussi aujourd'hui qui essaient de voir que le problème est là et qu'il faut peut-être trouver des moyens pour l'adresser. Justement, on vous a entendu, justement, ce que nous disions, c'était très important parce qu'il fallait tout de même à tous les deux poser la question pour justement également planter les décors par rapport à notre sujet. Mais c'est aussi important d'écouter un autre son de cloche. Ici, j'aimerais bien qu'on suive un extrait du docteur Félicien Osengumukiza. Il est le CEO adjoint à RGB, donc l'Office rwandais de gouvernance. Il est en charge de la recherche. Il en dit un mot par rapport justement au bien fondé de cette enquête et surtout il donne une image beaucoup plus globale de l'importance d'une telle enquête sur la vie de tout un pays. En fait, la raison de la performance du secteur de la sécurité, c'est parce que le gouvernement rwandais a considéré que la sécurité, c'est le préalable de tout le développement de tous les autres secteurs. Quand il n'y a pas de sécurité, on ne peut pas penser du développement socio-économique. Alors c'est pour ça qu'on a mis beaucoup d'efforts dans le développement de la sécurité nationale. Et puis ça aussi, ça a affaire avec l'histoire de notre pays, parce que nous sommes conscients de ne pas avoir la sécurité dans notre pays. C'est pour ça alors qu'avoir une bonne performance dans le secteur de la sécurité, pour nous, c'est évident. Et puis, nous encourageons les autres secteurs que ça fasse dans le même secteur, dans le même domaine, pour qu'on puisse avoir une bonne performance dans les autres secteurs comme la sécurité nationale. Et ça va au-delà de conduire une recherche, parce que c'est un document aussi qui nous permet de faire auto-évaluation, surtout dans le domaine de la gouvernance. C'est un document aussi qui montre la performance de chaque institution, mais aussi qui montre le rôle de la citoyenneté dans la prise de décision. Parce que quand nous parlons d'une politique inclusive, nous voulons que chaque citoyen de ce pays soit partie et soit impliqué dans la gestion de notre pays, surtout dans le domaine de la gouvernance.
Le docteur Félicien de RGB. Docteur Eric Ndouchabandi, très important ce qu'il dit. Ça touche à la vie, à toutes les couches de la société. Mais ce que moi je veux savoir aujourd'hui, est-ce que ce soit cette enquête, que ce soit les contrats de performance qui ne sont pas aussi loin, est-ce que ça ne met pas... C'est vrai que ça responsabilise au quotidien, mais est-ce que ça ne met pas une forme de pression sur les mandataires publics ou les gens qui sont dans les institutions, qui ont la gestion de la chose publique dans leurs responsabilités au quotidien? On n'a pas le droit de ne pas se faire pression. Ah, ça c'est fort ce que vous dites. Oui, j'assume. J'assume en tant que Rwanda? Oui, en tant que Rwanda, d'où nous venons, on ne peut pas se donner la récréation de faire les choses comme on veut sans se poser la question de quelle performance on est en train de faire. Ce n'est pas d'abord culturel rwandais, ce n'est pas culturel de faire des choses sans s'évaluer ou alors sans avoir un environnement autour de soi qui t'évalue. Burgi Mihigo, c'est traditionnel, c'est culturel. Oui, Damien a dit c'est des choses qu'on va puiser dans les valeurs fondamentales. La discipline au travail, je la retrouve dans mes recherches quand je travaille sur Ingando et les caractères militaires de ces services. On trouve la discipline dans la tradition et dans la culture rwandaise, en fait. Et elle est ancrée en nous, en fait, la discipline. Et quand vous voyez tout cela et que vous dites que ça fait pression, oui, il faut absolument. Deux, l'expérience de la bureaucratie en Afrique a déjà montré qu'on fait les choses comme on l'a toujours fait, sans se poser la question de qui est professionnel, qui est spécialisé et comment il est en train de réaliser les objectifs d'un État ou les objectifs d'une administration publique. Mais surtout en dernier lieu, l'élément où la gouvernance, qui ne se pose jamais la question de dire est-ce que ce que nous faisons, c'est pourquoi nous dépensons beaucoup d'argent et d'énergie, est-ce que ça plaît aux citoyens, aux destinataires finaux? Ça, c'est des originalités qui viennent effectivement d'un exercice d'auto-évaluation comme celui-là. Et pour moi, ça ne peut pas aller sans se faire pression. Alors, la pression, à un moment donné, quand c'est déjà institutionnalisé et quand c'est ancré dans nos disciplines, en fait, ça devient moins lourd. Ça devient régulier d'abord. On s'y habitue. On finit par s'habituer. On prend l'habitude, oui. On prend l'habitude qu'on ne fait pas les choses comme on veut, mais plutôt qu'on sait qu'à un moment donné, l'employeur va vous poser des questions sur ce que vous avez réalisé comme contrat de performance, mais aussi qu'il y a une évaluation interne qui va être faite, ou alors des rapports qui doivent être produits chaque fois. Mais surtout, quand vous savez qu'il y a même un office spécialisé pour ça, qui viendra un jour, ou alors qui ira plus tard poser la question aux bénéficiaires des services. Et donc, dans ce processus, oui, il y a cette pression, mais il faut l'assumer. Très important ce que vous dites. Il y a des indicateurs et surtout des rapports effectués par les institutions elles-mêmes, mais lorsqu'il y a une institution tierce qui arrive et qui doit faire l'auto-évaluation. Et qui fait rapport à la présidence. Voilà. Il faut se rappeler chaque fois qu'elle au sommet de l'État. Exact. C'est-à-dire, Damien, quelque part, dans chaque gestionnaire, dans son bureau, il s'est dit, c'est vrai, je suis dans ce bureau, mais demain, ce que je fais ou ce que je ne fais pas, ça sera mis à la place publique. Est-ce que cette conscientisation-là, si elle est rwandaise, est-ce qu'elle est fondamentalement africaine? Oui, quelque part. Et je crois même pas seulement africaine, on dirait même universelle. C'est juste que on a confondu les choses à un moment donné. Et quand vous voyagez dans beaucoup de pays, vous vous rendez compte que le service public est devenu comme une question de privilège. Certains se battent pour avoir le pouvoir parce qu'ils savent que tout le monde serait à leur service, au lieu que ce soit eux qui soient au service du peuple. Et quand vous voyez des pays, on en a connu des pays qu'on cite régulièrement. En Afrique, on peut citer des pays comme l'île Maurice, comme le Botswana, le Rwanda aujourd'hui, avec la pression compte tenu de l'histoire, comme l'a cité le docteur. Et vous voyez qu'il
il y a cette forme de complaisance vis-à-vis du service public qui fait que lorsque quelqu'un essaie de forcer, d'amener l'efficacité comme ce que quelqu'un comme Thomas Sankara a fait au Burkina Faso pendant 4 ans, ça devient une exception, alors que ça devait être la règle. Lorsque vous décidez d'être au service du peuple, en réalité, vous ne devez pas être au-dessus de ce peuple, vous devez être joignable. Nos autorités, normalement, devaient être des gens que le peuple a recrutés pour les servir. Ça veut dire que, déjà, dans ce contexte, tu n'as pas en anglais, on les appelle les public servants. Public servant. Donc, quand on dit public servant, ça veut dire que c'est toi qui sais et non tu es servi. Mais c'est le contraire qui se pose de telle façon que l'autorité même se permet qu'il ne peut pas être joignable. Et vous allez voir que dans nos pays où parfois même on est... Oui, mais le chef est toujours occupé. Le chef est occupé pour servir le peuple. Il n'est pas occupé contre le peuple, il est occupé pour le peuple en réalité. Et malheureusement, on se retrouve dans des situations aujourd'hui en Afrique où, malgré nos valeurs, on les a délaissés et le pouvoir devient très lourd, très bureaucratique, très privilégié, qu'on oublie même ceux-là qu'on est là pour servir. Et quand un pays essaie de se démarquer, on dit non, c'est la dictature, oh, vous savez, ces gens-là. Et donc, ça devient anormal, ce qui devait être la norme. Et c'est ce côté qui effraie, parce que, comme j'ai souligné tout à l'heure, même les pays développés ont tendance aujourd'hui à se confondre. Je dirais même certains pays développés, parce que quand on dit pays développés, il faut faire la nuance. Quand vous allez dans des pays comme la Suède, la Finlande et autres, vous voyez ce que c'est que la gouvernance. Un ministre ne peut pas se permettre ce que certains, dans certains mêmes pays occidentaux, se permettent. Donc ça fait que ça donne l'obligation de service, d'humilité et de contribution. Mais malheureusement, aujourd'hui, quand on essaie de se démarquer, ça devient comme une exception à la règle, parce qu'on a érigé le service public en un confort, en un privilège, et il faut tout faire, il faut sacrifier tout pour avoir le pouvoir et pour le confort du pouvoir. Et je crois que c'est ce qui doit changer. Et les exemples comme ce que nous sommes en train de citer là doivent amener des gens à savoir que même si en bougeant, en tournant autour on se rend compte aujourd'hui que la politique devient un business pour certains, et c'est des preuves comme ça qui doivent montrer qu'il faut que ça cesse. Si vous ne pouvez pas servir le peuple, allez faire du business. Mais si vous voulez servir le peuple, vous ne pouvez pas servir le peuple pour votre intérêt au-dessus de ce peuple. Vous devez pouvoir vous mettre entièrement à la disposition de ce peuple-là. Être à la disposition du peuple tout à l'heure. Oui, vous vouliez ajouter quelque chose? D'accord, je reviens à vous tout à l'heure. J'aimerais bien que Pacifique nous propose un autre élément, justement, du docteur Félicien Ousseyn-Moutiza, où il parle d'un autre aspect de cette enquête, et puis on revient. Nous menons cette recherche chaque année, juste pour un instrument de l'auto-évaluation comme un pays. Et c'est la décision que le gouvernement rwandais a prise de faire l'auto-évaluation, surtout dans le domaine de la gouvernance. Alors, ce document qui concerne l'indice de la gouvernance au Rwanda est fondé sur 8 piliers. Et chaque pilier a les indicateurs et les variables que nous assistons, nous analysons. Mais ce qui est très intéressant, c'est que l'analyse de chaque indicateur est fondée sur la cible nationale. Le gouvernement a fixé la cible dans chaque secteur, et alors, pour évaluer la performance de chaque institution, nous analysons et contre la cible nationale, que ce soit dans le secteur de l'état de droit, la lutte contre la corruption, et le développement du secteur social, ou même le développement du secteur économique et coopératif. Et chaque situation, chaque indicateur a les éléments qui nous permettent d'évaluer la performance de chaque indicateur en se basant sur la cible que le gouvernement a fixée. Il y a les cibles nationaux. Il y a des cibles nationaux. Tout à l'heure, on va voir si on va même bien au-delà du territoire et surtout du contexte national. Ça, c'est très important ce qu'il dit, docteur Ndochabandi. Et également, je vais ajouter quelque chose que Damien a dit.
Longtemps, la fonction publique a toujours été considérée comme l'une de ces zones de confort où facilement on y va pour non seulement y régner, mais pour être aussi dans une sorte de confort. Alors, je me demande, Damien, peut-être on va revenir au docteur Ndouchabandi, la zone de confort que créent les institutions de l'État, qu'est-ce qui motive ça? Est-ce qu'il y a des motivations, il y a des explications historiques liées à ça? Oui, justement, parce que celui qui est volontaire, il est supposé être soutenu par les autres. Donc, lorsqu'on vous envoie à une mission, il faut mettre les moyens à votre disposition pour cette mission-là. Maintenant, lorsque malheureusement, en le faisant dans un contexte où les gens ne sont pas informés, ils en abusent et cet abus est érigé en termes de règles. Est-ce que vous savez par exemple que quand vous êtes en Suisse, même si vous êtes le président de la République de la Suisse et que vous devez vous déplacer d'un pays, de votre pays pour un autre pays pour visiter, vous devez pouvoir, en tant que chef de l'État, justifier le nombre de personnes qui doivent être à bord de votre jet privé. Et si le nombre n'est pas suffisant pour que vous puissiez faire le voyage, vous prenez l'avion commercial comme toute autre personne. Et c'est la loi. Et les gens obéissent ça, il n'y a pas de problème. Mais vous regardez le niveau de développement de la Suisse. Une petite nation qui a pu quand même mettre des règles de bienséance qui font que tout le monde se présente là-bas, mais personne ne veut copier ce que fait la Suisse. Vous ne pouvez pas prendre un véhicule de l'État, par exemple, pour aller faire vos courses personnelles, amener au village, aller transporter des choses. Ce n'est pas le cas. Mais malheureusement, vous rentrez dans des pays où, lorsqu'on nomme quelqu'un à un poste ou qu'il est élu à un poste, il trouve que la première des choses, c'est le confort et il se limite même, il se déconnecte même de la population auquel il doit être au service. Mais les moyens qu'on devait mettre à sa disposition, vous n'allez pas quand même voir votre président en train de marcher sous la pluie parce qu'il faut qu'il soit au service du peuple, il fasse du sacrifice. Vous voudrez le rendre quand même à un certain niveau de confort. Mais malheureusement, à l'évolution des choses, historiquement, les gens en ont érigé cette facilité qu'il fallait mettre à leur disposition en tant que prestige où ils s'en sont appropriés dans l'extrême. Et c'est ça aujourd'hui qui fait que dans nos pays en Afrique, malheureusement, vous voyez des formes d'arrogance venant des dirigeants qui vous écœurent, vous vous demandez, mais comment c'est possible que quelqu'un qui est supposé être au service du peuple se met à ce niveau au-dessus de son peuple qu'il est censé servir. Donc je pense que ce que nous disons, il faudrait revoir historiquement ce qui devait être le cas. On aimerait que ceux qu'on envoie, qui doivent abandonner tout, sacrifier leur famille pour être au service du peuple, qu'ils aient le minimum de moyens pour quand même pouvoir exécuter ce service. Et c'est aussi un privilège pour le peuple de voir que celui qu'on envoie se fait le sacrifice, le bouclier, en réalité, il a quand même un minimum. Et donc, c'est ce qui devait être le cas. Mais malheureusement, le fait que c'est érigé maintenant en une question de vivre au-dessus du peuple. Vous savez que même les députés, quand ils sont élus, dans la plupart des pays, ils sont censés laisser même leur numéro sur l'Internet. Leur numéro devait être public et affiché sur leur bureau. Et ces députés ne doivent pas éteindre leur téléphone parce que s'ils éteignent et que quelqu'un a besoin d'eux, ils ne pourraient pas les joindre. Et normalement, ça fait partie des règles. Mais est-ce qu'on l'applique ? Maintenant, quelqu'un qui peut être 24 heures sur 24 à votre écoute, vous aimeriez lui créer des conditions. Mais dans nos pays, c'est érigé en un confort inimaginable qui fait qu'aujourd'hui, ça devient un gros problème. Et malheureusement, on en est là où nous sommes. Mais il faut des initiatives comme ce que nous voyons ici pour que cette façon de faire les choses puisse progressivement s'améliorer pour que l'Afrique ne soit pas vue comme ceux qui disent que c'est un pays de merde parce que nous-mêmes, on se comporte de cette manière parfois et parce qu'on n'est même pas conscient que notre façon de fonctionner montre cette animosité. On a des pays en Afrique comme l'île Maurice où même les policiers n'ont pas de fusil. Mais la sécurité, ils n'ont même pas de l'armée justement. Mais la sécurité est au top parce que les fusils, normalement, nos ancêtres prenaient ça historiquement pour aller faire la chasse. Donc, s'il faut qu'un individu voit fusil avant de se comporter, ça veut dire qu'il y a déjà un problème. Donc,
c'est une question de rééducation et je crois que le Rwanda est sur quand même la bonne voie, même si aujourd'hui la sécurité, dans le sens que ça se présente, est le numéro 1. Je pense qu'avec le temps, on va pouvoir aussi évoluer au point où la population serait au même niveau qu'on serait même en mesure de se départager, de se défaire d'une sécurité aussi visible parfois avec des patrouilles et tout, comme d'autres pays qui sont arrivés à ce niveau-là. Par rapport aux approches, docteur Ndeshabandi, par rapport aux approches de gouvernance, il existe également cette dimension-là, ce qu'on appelle des community policing, c'est-à-dire une certaine autoprise en charge de la sécurité, du moins du bien, ou dans les quartiers ou dans les zones où les gens vivent. Sur cette enquête, on voit également les scores de la sécurité qui vient en première position. Cela démontre l'importance que la sécurité a dans ce pays et surtout son impact sur le reste. Oui, c'est lié. Oui, l'importance de la sécurité, ça devait être très important pour tout le monde. Mais c'est la capacité des États à vraiment construire cet outil sécurité qui est une base pour tout démarrage. C'est lié. Comment au Rwanda, par exemple, notre audience qui nous suit, l'importance que le système ou la sécurité a pour le citoyen lambda, autant que pour le sommet de l'État. Est-ce qu'on donne la même importance à la sécurité? Est-ce que le citoyen lambda comprend les efforts à conjuguer pour justement ou ne pas prendre la sécurité comme un acquis? Si le citoyen ordinaire comprend la sécurité, quand il coche la réponse en disant la sécurité c'est au top en termes de services, je pense que l'histoire elle est encore très proche. D'où nous venons, cette armée, cette police et tous ces corps de sécurité qui existent dans ce pays, les gens connaissent l'histoire en fait. Depuis l'arrêt du génocide, je pense que les services de sécurité avec cet outil d'auto-évaluation, la sécurité est toujours venue au premier rang comme Dr Félix. Pour la 11e fois de suite. La 11e de suite. Ce n'est pas étonnant pour ces facteurs historiques. Et la génération ici, nous, la génération qui sommes là, des générations avant nous, mais aussi les générations qui sont 30 aujourd'hui, qui ont 30 ans. Ils sont des bénéficiaires directs de cette sécurité et on en connaît la valeur parce que nous l'avons déjà manqué. Et surtout, les méfaits que ça a fait. Ça, c'est un. Deuxième élément, c'est effectivement ce qui a fait le succès de ces corps de sécurité. Il est toujours là. C'est la forte discipline, premier élément. Deux, c'est la performance et la redevabilité qui existe dans les systèmes de sécurité. Mais aussi, c'est les liens que les agents de sécurité ont déjà fait avec le développement socio-économique. Ils sont proches du citoyen, en fait. Très important ce que vous dites. C'est très important. C'est très important de développer ça, docteur. Voilà. La sécurité par rapport au développement socio-économique. Ça se conjugue comment? Ils sont impliqués dans plusieurs programmes, d'abord de développement communautaire. On le voit au quotidien. Donc, on n'est plus dans la sécurité au sens négatif, c'est-à-dire quelqu'un qui empêche ou qui me permet de me relever le matin en sécurité. Mais nous sommes plutôt comme partenaires du citoyen. Ils s'engagent dans des travaux communautaires, ils s'engagent dans des grands projets, ils pilotent des grands projets, même qui n'ont pas été possibles par les citoyens ordinaires civils. Et surtout quand ça touche sur les infrastructures, on sait, toutes ces infrastructures, que les services militaires, police, ont un rôle dans ce travail de développement économique. Alors, c'est rapprochement entre citoyens et les corps de sécurité nous donne encore un autre niveau d'appropriation. C'est-à-dire les hommes en uniforme, que ce soit police ou armée. On le voit au quotidien. Le citoyen lambda, dès qu'il sort de chez lui et voit un homme, une femme en uniforme, ça ne crée pas une sorte de hantise? Non, pas du tout. Ça, justement, c'est l'essentiel. C'est un partenaire? C'est un partenaire, c'est même un citoyen ordinaire et on vit avec.
Okay. Alors, le partage de ces sentiments qu'on peut voir chez les citoyens, c'est par rapport d'abord à toute la discipline, la professionnalisation et la spécialisation. Tout policier qu'on voit sur la route, on sait distinguer, ah, celui-là, il est chargé de ceci. Militaire, quand il a cette casquette, quand il a cet uniforme, il est chargé de cela. Et nous ne sommes pas dans une situation militarisée où on le voit partout, mais toutes les fois qu'on le voit, on sait qu'ils sont dans telle discipline, ils sont en train de s'occuper de ceci et de cela. Et donc, la discipline, l'histoire, la discipline, la professionnalisation et la spécialisation de ces services et son caractère socio-économique de développement communautaire, ça a fait que les citoyens ordinaires, je pense, ils cochent cette réponse en connaissant bien les effets positifs de cette armée, de cette police au quotidien et qui travaillent avec nous et nous le voyons et nous vivons avec. Ils sont à l'école avec nous, ils sont au travail avec nous, on le voit. Et donc, l'indicateur de ce côté-là, je pense qu'il faut que je le dise de façon concrète. Moi, quand je vais enseigner à Nyakinama, par exemple, dans les masters en études de sécurité, ou quand je vais enseigner à GACO, par exemple, dans tout ce qui est diplomatie et tout ce qui est sciences militaires et qui est là-bas, relations internationales. Écoutez, j'ai envie de dire, si on pouvait multiplier ces mondes ici, partout où je vais passer, que je trouve le même monde. Est-ce que ce sont des étudiants comme les autres? C'est le respect de l'heure, c'est le respect des programmes. C'est des étudiants comme les autres? Et c'est des étudiants ce sont des Rwandais qui ont été choisis comme tous les autres. Ils ont fait la compétition comme tous les autres. Mais avoir l'environnement dans lequel ils travaillent, comment le service est rendu, comment un pauvre professeur comme moi, quand j'arrive, comment je suis accueilli, comment tout est rythmé et comment tout est au top en termes d'organisation. Et quand je quitte là, je peux aller dans tous les autres services militaires et police. On sait voir la discipline qu'il y a. Si je pouvais dire, par exemple, que cette discipline-là, cette redevabilité, ce professionnalisme, si on pouvait le voir dans chaque service, les indicateurs seraient tous au numéro 1, comme on l'a vu. Mais on doit accepter... Donc cela se résume... On doit accepter que la performance dans les services ne va pas nécessairement par une discipline militaire. Ce n'est pas cette question de... Justement, mais on doit dire que la professionnalisation de l'armée et de la police et la spécialisation des unités et autres, Damien, c'est un point très fort, c'est un point déterminant par rapport justement à l'image que les services de sécurité ont face à la population? Justement, moi j'ai raté l'occasion d'être quelqu'un de l'armée parce que j'avais envie d'aller dans l'armée, mais pas pour Vous le regrettez? Plus ou moins, parce que j'ai eu quand même quelques petits rattrapages sur le chemin. Mais j'aurais bien voulu faire cette discipline, ne serait-ce que pour 5 ans dans l'armée. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, même quand vous voyez dans les pays du Sahel qui ont ces problèmes, aujourd'hui, on dit que les militaires viennent au pouvoir, là où les civils politiciens ont échoué, ils essaient aujourd'hui de faire ça, malgré les contraintes que nous voyons dans ces pays liées à d'autres facteurs. Mais il y a celui qui a fait l'armée, et réellement l'armée, qui n'est pas allé s'amuser là-bas, quand il sort, quand vous avez affaire avec lui, il y a une différence. Moi, et pour un peu compléter ce que le docteur disait, quand je venais ici au départ, quand je voyais les gens en uniforme avec les armes, c'était comme, qu'est-ce qui se passe? Le pays là est en guerre, qu'est-ce qui ne va pas? Mais avec le temps, pour avoir vécu ici, je m'y suis habitué. Et chaque fois que j'ai quelque chose à voir avec les militaires, ce n'est pas que je jette des fleurs. Quand je vois nettement la différence, même si la personne s'apparente et s'habille en civil. Et au fil du temps, avec le comportement, parce que moi je fais des cours à des professionnels, parfois même à des gens qui sont des corps armés, des gens de la police, des gens de différentes structures, mais à titre individuel, parce que nos cours ne sont pas publics, c'est one-on-one. Mais quand la personne vient même en civil, et que vous commencez le cours, à un moment donné, je me permets de leur poser la question, vous avez une expérience avec l'armée? Et ça ne vous étonne pas, quand ils vous l'avouent, vous vous rendez compte qu'il y a nettement une différence. Et cette discipline, à la base, c'est la base de tout. Malheureusement, ce n'est pas facile d'impulser cette discipline dans tous les domaines.
Et c'est pourquoi je crois que les pays qui ont instauré les services militaires, ici on a un système qui est considéré comme... Il y a le système pour les étudiants, là, quand ils sortent, et on les fait faire quelques services, Itorero et certains de ces services-là. Une fois, je voyais quelqu'un qui commentait sur l'Internet pour dire, bon, vous voyez, ces gens d'initiative au Rwanda sont la preuve que tout le pays est militarisé. Je voyais un occidental qui faisait une forme de commentaire là-dessus, pour ne pas soulever la polémique. Donc, mais j'ai lu cette question et j'ai dit, mais attends, quel est le mal qu'un pays soit militarisé? Parce que si la militarisation contribue à nuire au pays, là, il y a problème. Mais si cette militarisation permet à ce que le système soit efficace, alors, où est le problème en réalité? Donc, je pense qu'il y a cet aspect de la chose qui est souvent ignoré. Nos militaires, parfois, parce que même quand vous prenez les choses dans le sens contexte historique, tout ce que nous avons aujourd'hui ont été d'abord testés par les militaires. Que ce soit les téléphones, que ce soit tout ce que nous avons aujourd'hui comme moyen de fonctionnement, ça passe toujours par l'armée. Même l'ordinateur que nous utilisons, c'est l'armée. C'est pour l'armée, ça a été conçu d'abord. Donc je pense qu'aujourd'hui... Et même pour les sports. Il y a certains sports nés sont nés de l'armée. Comme le football. Mais malgré tout ça, aujourd'hui, on a cette tendance à aussi diaboliser la force publique qui est le service militaire, au point même où nos jeunes, quand vous leur dites, parce que moi je fais du mentorat avec beaucoup de jeunes, quand vous leur proposez, est-ce que vous n'allez pas faire l'armée? Même si vous voulez devenir médecin, vous pouvez le devenir dans l'armée, vous pouvez devenir ceci. Ils ont peur parce qu'on ne les a pas aussi éclairés sur l'importance du fait de même faire cette armée. J'aimerais vous relancer toujours sur ce point-là. Je vais vous relancer là-dessus par rapport à ce qu'il dit et surtout par rapport à la jeunesse. Il y a un leader africain que j'aimerais bien qu'on puisse mentionner, une des sagesses, le feu Thomas Sankara, qui disait un militaire sans formation politique est un criminel en devenir ou en puissance. Docteur Eric Ndushabandi, est-ce que ceci, il a vu juste déjà à l'époque? Il a vu juste, c'est parce justement à cette perception négative de l'armée, des services de sécurité. Ça a fait beaucoup de cas, ça a fait beaucoup de blessures à cause de l'indiscipline, à cause de justement l'outil militaire devient un outil de terroriser, de faire peur aux citoyens au lieu de servir le peuple. Et pour servir le peuple, effectivement, l'article 15, il faut avoir justement... Vous en connaissez quelque chose de l'article 15. Il faut une orientation politique, idéologique, qui est la base même de tout service militaire. Je vais recadrer quelque chose quand même. Je détiens l'autorité parce que j'ai travaillé toutes mes thèses sur Ingando et puis plus tard sur Torero. Et donc la partie militarisation, avec toute cette littérature qui dit cela, effectivement, j'ai envie de recadrer ça. C'est déjà publié ici en ligne, on peut le trouver. J'ai dit, le fait qu'on soit en combat, dans les centres de formation... Au pied du volcan. Au pied du volcan. Et qu'on se décide de se mettre dans un habit rayé. En treillis. En treillis, militaire donc, et qu'on se retrouve avec un bâton, et qu'un jour, à la fin, on fasse un exercice de tirer, par exemple. Je pense que l'essentiel, c'est de comprendre l'élément discipline et l'élément facilité. Si tout le monde doit venir en cravate, ça n'ira pas. Là, vous ne faites pas les yeux en moi, quand même. J'ai changé d'imaginer Ingando en cravate avec chemise blanche tirée. OK? L'uniformisation, que tout le monde porte cet habit, c'est d'abord travailler l'aspect le plus essentiel. Nous sommes là pour réfléchir pour le pays. Et donc, de Ingando à Itorero, Ingando, il s'est passé quelque chose dans le pays. Il faut tous qu'on se retrouve là en train de réfléchir si c'est qu'on doit, comment refaire société. Itorero vient plutôt dire, ah voilà, les valeurs ensemble que nous partageons. Et donc, s'habiller comme ça, avoir ces bâtons, c'est plutôt la discipline. Et ce n'est pas extérieur à la société rwandaise. Mais ce qui ne rend pas ça militaire, c'est quoi? C'est l'après. Il n'y a pas d'unité militaire après qu'on trouve que tout le monde qui est passé par Itorero est devenu militaire. Non. Ils sont éparpillés dans les universités. Pas de matricule. On ne sort pas avec des matricules. Plutôt, on revient sur
La fidélisation, c'est patriotisme, l'histoire nationale, les valeurs nationales. À un moment donné, il faut être dans un habit qui permet à ces gens de travailler et d'être ensemble. Voilà un peu ce que je peux dire. Très important cette précision-là, parce qu'il y a des choses qu'on comprend à tort et à travers. C'est aussi justement l'une des difficultés ou l'un des combats que le Rwanda mène aujourd'hui, à faire comprendre déjà aux autres le contexte national, les choix par moment que tout le monde ne comprend pas. Mais puisque le Rwanda est un pays qui est sur un espace et qui est également sur un continent, j'aimerais bien également voir cette enquête et surtout les références et la vision, parce que nous avons notre vision ici au Rwanda, mais également il y a une autre vision africaine de la gouvernance ou une vision continentale à laquelle le Rwanda s'est souscrit. On va suivre un tout petit peu un extrait du docteur Félicien Osengimukiza, qui parle justement de comment est-ce que le contexte africain influence ou influe également par rapport à cette enquête, où ils tiennent compte de certaines réalités africaines. Il y a aussi les cibles qui sont fixées dans le programme régional et international comme Agenda de l'Afrique 2063, comme les ODD, c'est-à-dire les Objectifs du développement durable. Et tout cela, font partie de notre analyse et de notre indice de la gouvernance au Rwanda. Très important. Le contexte africain, il compte beaucoup, mais également, il va loin. Il parle des objectifs du développement durable. Ça, c'est carrément les Nations Unies. On est parti des objectifs du millénaire, puis on est passé aux objectifs du développement durable. Mais quand on parle déjà à l'échelle africaine ou à l'échelle, on parle des Nations Unies, forcément, on fait allusion aux partenaires internationaux d'Amiens. Et par moment, les pays africains, on doit être honnête, nos choix sont parfois ou souvent influencés par le désir, la volonté, parfois même le dictat des autres, de ses partenaires. Comment est-ce qu'on arrive à sortir de ce cocon et à prendre une vision et surtout à rester ferme par rapport à ses choix? D'abord, c'est une question, quand on nous a parlé de l'indépendance dans les années 60 où nos pays sont devenus indépendants, on a eu des individus noirs qui ont remplacé les colons à la tête de nos États, mais l'indépendance substantielle de notre continent n'a pas été le cas. Et après 60 ans, vous voyez que quand il y a un projet aujourd'hui, il faut forcément que la réflexion, c'est qui finance ça, qui est derrière ça, quel est le partenaire. Et c'est choquant quand vous avez des discussions avec nos politiciens. Moi, j'ai eu des discussions avec des politiciens récemment où je disais que depuis que j'ai commencé mon laboratoire d'IDA, mon think tank, je n'ai pas eu un franc d'un partenaire extérieur. Et ils se disent, mais comment c'est possible? Parce que même eux, ils ne peuvent pas croire qu'on peut faire des choses par soi-même. Même si c'est petit, on dit, ça c'est ce qui nous arrive, c'est ce que nous arrivons à faire. Donc, ce côté d'être indépendant avant de tendre vers l'interdépendance, c'est ce qui cause le véritable problème dans la plupart de nos pays. Parce que si vous devez être financé par l'extérieur, et que vous ne voudrez pas, et je l'ai dit à l'Union africaine, j'ai dit, si vous ne voulez pas que les Américains vous disent de leurs lois, il faut cesser de prendre leur argent. Si l'Afrique finançait les États-Unis, ils vont aussi dire, bon, vous savez, si on vous donne l'argent, nous aimerions bien que vous dépensez ça de cette manière. Et ce qui est légitime et normal. Donc, je pense que ce côté, il faut qu'on fasse très attention. Des fois, nous aussi, en tant qu'Africains, si on se regarde dans le miroir, on va un peu dans l'extrême. Lorsque nous n'avons pas pris les dispositions, pour une raison ou une autre, d'atteindre notre niveau d'indépendance, de pouvoir s'assumer et de faire les choses avec nos moyens, et que les autres doivent nous soutenir, on doit aussi se permettre d'avoir l'humilité de dire, bon, on compose, on s'ajuste, et ça a été prouvé ici au Rwanda. Vous vous rappelez quand les ONG ont été renvoyées d'ici, moi j'étais au Ghana, je suivais les opérations d'ici comme si je vivais ici. Avec l'informatique et autres, j'arrivais à savoir que
il y a un moment ici où les gens venaient au nom des ONG et ils menaient des vies que même le président ne peut pas se permettre de mener. On les a renvoyés chez eux, on a crié sur tous les toits. Au scandale, mais ces problèmes, on a vu aujourd'hui comment ça évolue. Donc je pense qu'il y a les ONG, comme les organisations religieuses et autres, ont outrepassé aussi leur mandat parfois et il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. Donc ça fait qu'aujourd'hui, nous devons vraiment être assez réalistes sur ce sujet. On ne va plus voir les choses dans le sens seulement subjectif ou seulement dans notre contexte de dire « Oh bon, on n'a pas le droit de nous dicter », mais si on ne veut pas qu'on nous dicte, il y a un préalable, c'est qu'il faut qu'on soit autosuffisant. Et cette autosuffisance que Sankara prônait, on l'a tué après 4 ans, et tous les autres qui ont essayé ça n'a pas marché. Et aujourd'hui, on est substitué à ces gens et on veut qu'ils nous laissent la main libre de fonctionner. Si c'est eux qui impriment le dollar, si c'est eux qui doivent éjecter de l'argent pour nos économies, c'est-à-dire on vote le budget de l'État et vous voyez que plus de 50-60% de certains États sont financés par l'extérieur. Et vous voulez votre authenticité, vous voulez être autonome, vous voulez raisonner avec ces gens communs. Donc je pense que c'est une question d'humilité aussi de la part de toute l'Afrique, de la part de nous tous, de se dire, bon, on a ce problème, trouvons une solution durable par rapport à cela. Docteur Ntchabandi, cette perspective panafricaniste avec spécialisé sur l'Afrique de l'Ouest, je comprends parfaitement l'approche qu'il utilise. Pour venir à la question, comment on peut en sortir. Nous avons nos standards, nous avons notre contexte. Le premier élément, et si je l'applique sur le Rwanda, les cas sur lesquels on a commencé, c'est la stabilité des institutions. Justement. La stabilité des institutions, c'est un premier élément et qui est déterminé par un leadership. On peut parler de Sankara, on peut parler du président Kagame, on peut parler de tous ces leaders qui sont capables de se définir une vision, comme tu l'as dit, et des visions, que ce soit réaliste ou pas, mais l'essentiel, c'est de se projeter. Et maintenant, comment est-ce qu'on peut passer le message à ces partenaires internationaux? La première chose, c'est... Et comment est-ce qu'ils arrivent à respecter les institutions qui sont les vôtres en disant, nous, on a choisi ça. Il y a des valeurs... Si vous devez intervenir, écoutez, nous, voici nos priorités. Il y a des valeurs, effectivement, qui sous-tendent les priorités. C'est le principe de la souveraineté, la capacité d'articuler nos priorités à l'interne et les impératifs extérieurs. Et ça, ce sont les principes de la souveraineté, de l'autodétermination, que tu répètes, ce sont ces valeurs, c'est cette doctrine. Il y a des choses intouchables, les intérêts intouchables d'une nation. Et quand vous avez déjà déterminé cela dans une ligne de politique étrangère bien stabilisée et que vous le répétez, que vous l'imposez, maintenant ça devient concret quand vous déterminez votre plan de développement et que vous laissez les portes ouvertes pour des partenariats. Et à ce moment-là, c'est là que vous amenez la philosophie des gagnants-gagnants ou alors d'aligner votre aide aux impératifs et aux priorités nationales. J'ai écrit un papier sur Agachiro, par exemple. Agachiro comme philosophie, une pensée de dignité, mais Agachiro aussi comme paradigme shift, changement de paradigme dans la compréhension de l'aide étrangère. La capacité des États, de nos États, de produire des capitaux et pour répondre à des moments de crise quand les États ont voulu déterminer leur souveraineté et leur choix. Et donc, ça c'est un des... Alors, Agachiro devient comme un fonds pour être préparé et être capable de recevoir les chocs quand il s'agit de la conditionnalité extérieure. Et donc voilà, c'est un modèle que plusieurs États n'ont pas. Alors, mais ce qui est fondamental, c'est de comprendre que la politique étrangère, c'est d'abord un jeu à deux niveaux. La capacité des États... 30 secondes. Oui, la capacité d'articuler les priorités nationales et ce qui est à l'extérieur, c'est d'abord une politique étrangère qui n'est pas au service d'un petit groupe au pouvoir. Et l'Afrique a été toujours comme ça. On a défini nos politiques économiques, nos politiques étrangères, nos politiques de coopération par rapport à un groupe qui a été établi au pouvoir et qui sont en train de travailler en fonction de la politique de coopération avec la métropole. Alors, ce sont ces modes de gouvernance ici qui acceptent de se déterminer avec ses propres indicateurs, avec l'autodétermination. Et au centre, il y a la leadership, mais aussi la redevabilité.
très important ce que vous dites, docteur Ndouchabandi. Et c'est sur ces mots combien sages et surtout combien convaincants que nous allons arrêter notre émission Majuscule Propos de ce jour. Et tout en vous remerciant tous les deux, malgré vos obligations aujourd'hui, vous avez quand même honoré votre invitation et avoir partagé avec nous ces moments. Merci également à Rukundo Pacifique et toutes les équipes au niveau de la régie. Merci à vous, l'audience. J'aurai tout le plaisir de vous retrouver très prochainement pour un nouveau numéro Majuscule Propos.